Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur ce webinaire sur le thème de comment investir dans la transition écologique. Je vois qu'on est quelques participants. Ce que je vous propose, c'est d'attendre une ou deux minutes, le temps que tout le monde puisse se connecter. Voilà. Bon, je vois qu'on est quelques participants qui ont pu se connecter. Ce que je vous propose, c'est de commencer ce webinaire. Alors Gaël, je pense que tu es... Ah bah ça y est, on te voit. Ça y Parfait. est. Parfait. Alors, comme je le disais, merci à toutes et à tous d'être présents sur ce webinaire sur le thème de l'investissement dans la transition écologique. Donc aujourd'hui, je suis accompagné de Gaël Berthélémé, que certains d'entre vous doivent sûrement connaître, qui est le fondateur de la newsletter Épinard. Donc la newsletter, comme tu le dis, Gaël, qui met du vert dans son portefeuille. Moi, je suis ravi de pouvoir échanger justement avec toi sur ce sujet, parce que déjà personnellement, je suis ta newsletter. Et qui a pour but vraiment de démocratiser justement l'investissement dans la transition écologique et de trouver en tout cas des solutions d'épargne beaucoup plus vertes et des solutions d'investissement beaucoup plus vertes. Tout à Donc fait. voilà. Donc merci Gaël d'être là. Et donc l'idée, voilà, avec Gaël, c'était de pouvoir échanger sur l'investissement dans la transition écologique, puisque vous le savez, alors on peut trouver différentes solutions d'investissement. Inviter Gaël à ce webinaire, on avait pour objectif, voilà, d'avoir une vision assez globale. Alors avant toute chose, je vais peut-être me présenter également, hein, pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi, je suis Mathieu Silva Santos, je suis responsable de la clientèle privée chez Goodvest. Goodvest, du coup, qui propose des solutions d'épargne et d'investissement responsables au travers de contrats d'assurance vie. Donc c'est pour ça, inviter Gaël, qui aura une vision beaucoup plus globale que l'assurance vie, était également pertinente. Voilà. Donc, ce que je vous propose, donc là on est quelques participants. On a prévu avec Gaël de répondre à l'ensemble de vos questions. À la fin, vous avez une petite box justement en bas à droite du webinaire dans laquelle vous pouvez poser vos questions. Ce que je vous propose, voilà, c'est de poser vos questions au fil de l'eau et on pourra revenir justement avec Gaël à la fin sur tout Mhm. ça. Voilà. Alors, comme je le disais, pour commencer ce webinaire, parce qu'on a prévu quelques slides avec Gaël justement sur lesquels on pourra discuter. Pour remettre un petit peu les choses dans son contexte, aujourd'hui, notre épargne, nos investissements ont un impact, hein, comme c'est inscrit sur cette slide. Notre épargne construit le monde de demain, justement le financement, donc construit et façonne même le monde de demain. Et ce que peu de personnes savent, c'est qu'aujourd'hui, notre épargne a un impact. Notre épargne a un impact sur la planète, de par justement les financements qui sont réalisés. Et pour vous donner un chiffre qui est assez parlant, aujourd'hui, une épargne classique émet en moyenne 11 tonnes de CO2 par an, donc sur la base d'une moyenne de 25 000 euros, ce qui est assez conséquent, mais qui s'explique assez naturellement. Et je pense que Gaël, tu pourras réagir là-dessus. Hein. C'est le fait notamment qu'aujourd'hui, notre épargne est très investie sur des livrets d'épargne ou en tout cas des placements bancaires. Et le problème aujourd'hui, c'est que les banques sont encore très dépendantes des énergies fossiles, ou en tout cas soutiennent massivement encore ce type de projet. Pour vous donner un chiffre assez basique, hein, pour 1 euro investi aujourd'hui dans les énergies renouvelables, on a encore 8 euros qui sont investis dans les énergies fossiles. Ouais, tout à fait. Et pour compléter là sur ces chiffres-là, en fait, l'étude elle est intéressante aussi pour en fait comparer les banques entre elles. Si vous allez voir l'étude d'Oxfam, là, en fait, ils donnent des tonnes de CO2 par euro par an en fonction des différentes banques. Et en fait, ça permet de se rendre compte assez facilement quelle banque investit ou place son argent de manière plus ou moins importante dans des énergies fossiles ou en tout cas des activités carbo-intensives, on va dire. Alors, totalement.
Totalement. Et d'ailleurs, pour compléter, parce qu'on en parlait, Gaël, juste avant ce webinaire, bien évidemment, ces 11 tonnes de CO2 ne sont pas à ajouter à votre empreinte carbone personnelle. Et d'ailleurs, Gaël, tu avais bien insisté dessus quand on avait échangé, parce qu'il pourrait y avoir une double comptabilité. Et ça, c'est important. Mais là où c'est pertinent, ce chiffre, c'est que ça vous montre un petit peu la contribution de votre épargne aujourd'hui à comment votre épargne participe aux émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est là que ça a du sens, en tout cas en termes d'indicateurs de contribution. Voilà un petit peu. Ouais, tout à fait. Donc, tu voulais dire quelque chose, pardon, Gaël? Non, j'allais dans ton sens, effectivement, et je Ouais, voyais que Bertrand, là, dans les commentaires, faisait le même point sur la double, triple comptabilité. Ouais, totalement. c'est à prendre entre guillemets avec des pincettes, c'est pas à rapporter à son bilan personnel, comme tu disais. Exactement. Alors, du coup, la Bertrand a anticipé justement ce qu'on pouvait dire. Donc ces chiffres-là sont assez conséquents et peuvent parfois étonner. Hein. C'est vrai que même nous, quand on échange avec des clients, c'est des chiffres qui peuvent étonner. Et parce qu'aujourd'hui, il y a un gros problème dans l'investissement, c'est le manque de transparence. Le manque de transparence parce qu'aujourd'hui, il y a très peu de personnes qui peuvent nous dire réellement ce dans quoi leur épargne ou leur investissement, ce dans quoi leur épargne est investie. Il y a très peu de personnes qui le savent. Et d'ailleurs, c'est un des principaux freins à l'investissement. C'est qu'aujourd'hui, à la fois la peur du greenwashing et le manque d'information, le manque de transparence est un des principaux freins à l'investissement. Donc ça, c'est très important. Et je crois d'ailleurs que Gaël, tu avais une petite anecdote par rapport à ça dont tu m'avais fait part sur la base de la création d'Épinard. Ouais, effectivement, bah, les épinards, ça s'est un peu lancé là-dessus. C'est-à-dire que, à titre personnel, moi, j'ai voulu placer mon épargne, du coup, en faveur de la transition écologique. Et quand j'ai commencé à chercher des placements, on va dire, qui répondaient à mes critères, à mes convictions, et ben, pour être franc, j'ai galéré. Voilà, c'est le mot qui convient. Et en fait, essayer de comprendre comment utiliser l'argent que vous placez dans différents placements, c'était une vraie tannée. Et donc c'est pour ça que j'ai lancé Epina en fait pour essayer on va dire de vulgariser certains placements et d'essayer de donner un peu les clés de lecture pour bien comprendre comment utiliser votre argent. Voilà, Non, en totalement, quelques hein. mots. Totalement. Et en plus, il y a des exemples qu'on reprend souvent. Hein. C'est typiquement le fonds qui se dit durable. Et quand on creuse un petit peu, qu'on va voir ce qu'il y a dedans, on peut avoir des mauvaises surprises, typiquement avec des fonds, avec des sociétés qui sont encore impliquées pleinement dans les énergies fossiles. Et donc ça, c'est le parfait exemple dont tu parlais. Hein. Typiquement, Ouais. toute cette problématique qui entoure, par exemple, le label ISR, dont peut-être certains ont entendu parler, et on pourra revenir d'ailleurs dessus. Mais c'est un gros sujet aujourd'hui d'avoir des fonds qui se disent verts, qui se disent durables, et quand on creuse, d'avoir encore des entreprises impliquées dans la production et l'extraction d'énergie fossile. Donc voilà un petit peu un problème, en tout cas clé, qu'on avait identifié et qui entoure justement la finance et l'investissement. Alors, si je passe, alors je me suis, hop, voilà. Et pour vous donner quelques chiffres, clés qu'on tire à la fois d'un sondage qu'on avait réalisé avec Goodvest auprès de l'Institut Paul Roll, qu'on avait réalisé cette année. Aujourd'hui, 93% des épargnants, ça rejoint un petit peu ce que je disais au début, 93% des épargnants ignorent quel type de projet ou d'entreprise leur capital finance exactement. Donc c'est un chiffre quand même qui est conséquent quand on sait que le patrimoine financier des Français est quand même, lui, très important et on pourra y revenir tout à l'heure. Et aujourd'hui, pour revenir un petit peu sur les labels, justement, avec le manque de transparence, aujourd'hui, on n'a que 7% des épargnants qui font confiance aux labels, qui sont là pour certifier les placements, pour valider l'orientation durable d'un fonds. On n'a que 7% des épargnants qui font confiance à ces labels-là. Donc, preuve qu'il y a un gros problème. Et pour vous donner un autre chiffre également, aujourd'hui, on n'a que 0,2% des fonds d'investissement, des actifs sous gestion globaux qui sont réellement alignés sur l'accord de Paris. Donc 0,2%, c'est rien du tout. Et c'est d'ailleurs ce chiffre est tiré de l'étude Carbon Disclosure Project qui date d'octobre 2021 que vous pouvez retrouver. Mais voilà, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, il y a des enjeux clés. Et je crois même qu'on avait un autre chiffre qui vient de sortir d'ailleurs Ouais. d'une nouvelle étude. Et je te laisse, Gaël, du coup, justement en parler. Ouais, en fait, le problème, il est même plus large que ça, parce que là, ça concerne effectivement les épargnants, mais il y a un sondage, donc IFOP, qui est sorti pour le Forum, pardon, d'investissement responsable, Ouais.
où il y a un des chiffres qui était mis en avant, c'était le fait qu'un Français sur 10 seulement s'est vu proposer un investissement responsable par son conseiller. Donc, on voit bien qu'il y a 9 conseillers sur 10 qui ne proposent pas des investissements responsables à leurs épargnants, alors qu'on peut imaginer qu'il y en a beaucoup plus qui seraient intéressés par ce type de placement. Donc, il y a un peu un défaut aussi soit d'offres, soit de connaissance des offres de la part des différents conseillers. Non, totalement, il y a un gros besoin de formation à ce niveau-là également de la part des conseillers bancaires pour justement proposer davantage de placements responsables, euh, si possible réellement responsables. Mais c'est pour ça que des initiatives comme la tienne d'ailleurs, comme Épinard, sont Mm. totalement les bienvenues dans notre engagement. Donc aujourd'hui, passons un petit peu au vif du sujet. Quel est le rôle justement de l'investissement dans la transition écologique? Il faut savoir qu'aujourd'hui, la finance a son rôle. La finance est primordiale dans la transition écologique, tout simplement parce qu'il faut rediriger, on va dire, les flux vers des entreprises ou des projets qui vont favoriser une économie bas carbone. Et là, la finance a son rôle parce qu'elle est en mesure justement de rediriger les flux et de soutenir justement ce type d'entreprise et ce type de société, ce type de projet en tout cas. Encore faut-il bien le faire. Et c'est là justement, c'est sur ce point-là justement qu'on va essayer de vous éclaircir. Parce que pour les épargnants, pour les investisseurs, ça peut être très compliqué de s'y retrouver en tout cas dans cette offre et de sélectionner les bons supports. Pour revenir Ouais, un petit. tout à fait. Ouais, Juste peut-être vas-y, Gaël. avant de passer la slide, juste pour compléter, on parle bien ici de transition écologique et pas uniquement de transition énergétique. Donc, quand on dit transition écologique, c'est tous les secteurs vont être impactés par à la fois le changement climatique et la réduction du coup des gaz à émissions à effet de serre, mais également la protection de la biodiversité. Donc, c'est l'ensemble des secteurs qui doivent y passer. Qu'on parle de l'industrie, des transports, de l'énergie bien sûr, mais tous les secteurs effectivement doivent y passer. Donc, c'est pas uniquement transition énergétique, comme certains euh, aimeraient traiter le problème. Exactement. C'est vraiment, il faut avoir une vue beaucoup plus globale et beaucoup plus large que ça. Et en parlant de transition écologique, justement, on englobe également la transition énergétique qui est totalement nécessaire dedans. Et merci Gaël Mhm. pour ce rappel pour éviter effectivement de confondre les deux. Donc pour revenir un petit peu sur le constat, j'en parlais tout à l'heure du patrimoine financier des Français. Peut-être encore un chiffre qui va vous surprendre, mais aujourd'hui, le patrimoine financier des Français représente environ 5 000 milliards d'euros. 5 000 milliards d'euros, c'est énorme. Imaginez ce qu'on pourrait faire si 5 000 milliards d'euros aujourd'hui étaient alloués à la transition écologique. C'est assez important. Sur ces 5 000 milliards d'euros, on a quand même trois quarts, quasiment deux tiers, qui est investi sur des livrets d'épargne, ou alors du fonds en euros, donc des choses peu transparentes, assez opaques, sans forcément savoir ce qu'il y a derrière. Et quand on regarde même un petit peu ce qu'il y a derrière, malheureusement, on se rend compte que ce n'est pas forcément assez vert. Et sur cette proportion de 5 000 milliards d'euros, on va avoir justement 5 à 10 qui va être investi sur de l'investissement qui se dit ISR, donc investissement socialement responsable. Et quand on sait que ces 5 à 10 ne sont pas forcément très bien investis, on peut justement se poser des questions. Et sur ces livrets d'épargne, malheureusement, je vous en ai parlé tout à l'heure, mais ces livrets d'épargne, parfois, dès lors que les banques sont encore très dépendantes des énergies fossiles, on peut considérer que ces livrets d'épargne aujourd'hui ont un impact considérable sur la planète. Mm. Et peut-être pour nuancer un peu là le chiffre de 5 000 milliards d'euros, là, alors c'est l'AIE, donc l'Agence internationale de l'énergie, qui, dans un rapport, précisait un peu les montants à mettre en avant là, pour financer, alors uniquement la transition énergétique au niveau mondial. Il faut rajouter à peu près 3 000 milliards d'euros par an d'ici à 2030 pour financer la transition énergétique. Donc en fait, juste pour montrer, parce qu'on entend souvent dire oui, mais bon, pourquoi est-ce que c'est pas l'État qui finance ou les entreprises qui financent? Si on veut vraiment réaliser cette transition écologique à la hauteur des enjeux, il faut que tout le monde s'y mette, les particuliers, les entreprises privées bien sûr, et bien sûr forcément aussi les États, mais les particuliers ont un rôle à jouer dans le financement en tout cas de cette transition écologique. Ouais, c'est très intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai on a tous notre rôle, il faut agir collectivement. Et ce qui est intéressant, c'est justement de dire que l'investissement, ça peut être un levier supplémentaire parce que je pense qu'aujourd'hui,
on fait tous des efforts au quotidien pour limiter notre impact carbone. Exactement. Et justement, l'investissement, ça doit être considéré comme un levier d'action supplémentaire pour justement agir pour justement parvenir à une réduction de notre empreinte carbone. Mm. Donc je passe on a en partie, on a en partie répondu à ces questions-là. Donc sur ces slides, mais on va pouvoir y revenir. Pour rappeler un petit peu justement le rôle de la finance, c'est pour nous aujourd'hui, c'est une réponse aux enjeux environnementaux et sociaux actuels. On peut rappeler certains éléments, hein, notamment les différents rapports du GIEC et surtout et également l'accord de Paris, qui a été signé à l'issue de la COP 21, sur notamment le rôle de la finance et justement le fait d'accroître la finance climatique pour transiter vers une économie bas carbone. Il faut rediriger les flux. Et ça, les différents rapports du GIEC l'ont très bien rappelé encore récemment, justement sur la nécessité d'accroître cette finance climatique et de rediriger les flux. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs actions à mener, hein, et ça, c'est de la part justement des acteurs de la finance responsable et des acteurs de la finance même, d'un point de vue global, et même des initiatives pour justement favoriser ce type d'investissement. C'est déjà flécher notre épargne vers des projets plus vertueux et respectueux de l'environnement. Et donc ça, c'est pour justement les épargnants. Et pour nous, acteurs de la finance d'un point de vue global, apporter de la transparence. Et ça, c'est primordial. Aujourd'hui, les épargnants ont besoin d'avoir de la transparence et ont le droit d'avoir de la transparence, ont le droit de savoir précisément dans quoi leur épargne est investie. Et ça, c'est indéniable. On doit aujourd'hui pouvoir agir à ce niveau-là. Et c'est le rôle justement des acteurs de la finance responsables de pouvoir vous renseigner dessus. Et justement, et c'est également le sujet de ce webinaire, de pouvoir vous éclairer sur justement qu'est-ce qu'il y a sur justement les produits à votre disposition pour justement favoriser cette transition. Et on vient justement à ma slide suivante. Et là, je pense que je vais laisser Gaël nous en parler parce que Gaël sera beaucoup plus objectif, je pense, que nous, même si on a notre place dans cette pyramide. Mais je vais justement laisser Gaël pouvoir vous parler de cette offre et justement de vous donner les clés pour vous aiguiller dans ces investissements. Ouais, merci Mathieu. En fait, si on regarde un peu cette slide, avant de commencer à rentrer un peu dans le détail, je pense que la première chose à retenir quand on veut construire un patrimoine et encore plus quand on va construire un patrimoine à impact, c'est de diversifier ses placements. Et quand on dit diversifier, en fait, c'est-à-dire on va aller placer notre épargne dans différents types de placements, que ce soit des livrets, des assurances vie, en bourse, en immobilier, et puis donc parfois dans des choses un peu plus exotiques comme le crowdfunding. Mais aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour vous. C'est qu'il existe des alternatives, on va dire, responsables ou à impact sur chacune de ces briques. Et c'est une bonne nouvelle parce qu'elles n'existaient pas forcément toutes ces solutions il y a encore quelques années. Quand moi j'ai commencé, il y en a plusieurs, la slide aurait été un peu plus vide, on va dire. Donc c'est une bonne nouvelle. Alors certaines sont encore perfectibles, bien sûr, mais ouais, elles ont au moins le mérite d'exister. Si je vous rentre un peu dans quelques exemples on va dire, d'investissements qui peuvent être intéressants, sur la partie livret d'épargne, je peux citer par exemple l'ANEF qui propose un livret à impact social et environnemental. Et le grand plus en fait de ce livret-là, c'est qu'il est 100% transparent. C'est-à-dire qu'à la fin de l'année, vous avez la liste des projets qui ont été financés par votre épargne. C'est inédit. Il n'y a aucune banque qui est capable de le faire aujourd'hui. C'est les seuls. Et donc, ça a une valeur très forte. On parlait justement de transparence plutôt là, avec Mathieu. Je pense que c'est clé si on veut donner confiance aux investisseurs. Vous avez également aussi le fameux livret développement durable et solidaire qui est accessible dans n'importe quelle banque, qui est en fait le petit frère du livret A, on va dire, qui oriente une partie des fonds vers le développement durable. Mais là, par contre, c'est extrêmement difficile de savoir qu'est-ce qui est précisément financé. Si on regarde la brique du dessus, assurance vie, il y a effectivement Goodvest. Là, Mathieu, je vais peut-être te laisser en dire quelques mots. Oui, non, sur Goodvest, rapidement, je le disais au début, Goodvest, c'est une solution d'épargne en assurance vie engagée pour l'environnement, avec comme particularité une analyse rigoureuse de tous nos investissements pour qu'ils soient justement compatibles avec l'accord de Paris et notamment avec une trajectoire de réchauffement climatique inférieure à 2 degrés, tout en menant une stratégie, j'ai envie de dire, d'exclusion sectorielle, pareil, très rigoureuse, puisqu'on va exclure un certain nombre de secteurs, tout ce qui va être tabac, armement, divertissement pour adultes, et également les entreprises impliquées dans la production et l'extraction d'énergie fossile. Et tout ça donc au sein d'une enveloppe d'investissement qu'est l'assurance vie,
donc avantageuse fiscalement, qui est le placement aujourd'hui préféré des Français, une gestion pilotée par nos soins, selon un profil qui aura été déterminé et selon surtout les thèmes qui vous sont chers, qui sont chers à nos clients, qui va de la transition écologique à l'accès à l'eau, à l'emploi et la solidarité, et le petit dernier d'ailleurs qu'on vient de sortir, la forêt, donc qui permet justement de s'exposer à la filière bois, de la plantation à la gestion de forêt jusqu'à la distribution et la production de produits dérivés du bois. Donc voilà un petit peu ce que fait Goodvest en termes d'investissement, exclusivement coté, et ça je tiens à le préciser, nous on est exclusivement aujourd'hui sur les marchés financiers, donc sur la bourse, dans le but justement de proposer une solution d'épargne cotée, moins carbonée que ce qu'on pourrait trouver, en tout cas dans certains établissements plus traditionnels. Merci, merci Mathieu. Effectivement, si je continue toujours sur cette partie-là, peut-être bourse, les actions, il y a une piste intéressante, en tout cas si vous voulez creuser l'investissement environnemental, c'est le label Greenfin. Pourquoi j'ai mis celui-là en avant? Parce qu'en fait, c'est le seul label aujourd'hui qui prend uniquement un critère environnemental et donc qui exclut de facto les énergies fossiles et certains secteurs un peu carbone-intensifs. Donc, il y a plusieurs fonds qui sont labellisés sous différentes formes, etc. Si c'est quelque chose que vous souhaitez creuser, en tout cas, vous pouvez regarder, commencer par là, c'est un bon premier pas. Ça vous évitera quelques galères comme j'ai pu le faire moi. En tout cas, cette partie-là. Peut-être si on regarde la partie immobilier qui est moins connue des épargnants, je vais mettre en avant là, deux exemples bien différents. Le premier, ça va être Kianeos. Donc Kianeos, c'est une SCPI, donc Société Civile de Placement Immobilier. C'est ce qu'on appelle couramment dans le jargon la pierre papier. Donc en fait, quand vous achetez des parts de Kianeos, ce que vous faites, en fait, c'est que vous participez à l'achat de passoires thermiques qui sont ensuite rénovées et mises en location. Et donc en fait, vous percevez après régulièrement des dividendes pour les parts que vous détenez chez Kianeos. Donc c'est un modèle qui est quand même assez intéressant, qui s'attaque à un des plus gros problèmes de la transition en France, qui est la rénovation des logements. Et là-dessus, c'est vraiment ils sont quasiment les seuls sur ce secteur-là. Je vais peut-être après parler des deux foncières agricoles qui sont à gauche, la Ferme en Vie et Terre de Liens. Donc eux, ils ont des modèles complètement différents. Quand vous achetez des parts de foncières agricoles, comme le nom l'indique, vous achetez en fait du terrain agricole qui est ensuite proposé à la location à des agriculteurs qui souhaitent développer des projets soit d'agriculture en agroécologie, soit d'agriculture biologique. Et en fait, ils lèvent un frein à ces agriculteurs-là, parce qu'aujourd'hui, un des principaux freins à l'installation de nouveaux agriculteurs, c'est l'achat du foncier. Et donc, en fait, vous aidez ces agriculteurs-là à s'installer quand vous investissez dans ces foncières agricoles. Voilà pour la partie immobilier. Et puis, si on part un peu sur des choses un peu plus exhaustiques, on a le crowdfunding, qui est assez intéressant, parce qu'ici, vous investissez directement dans des entreprises bien précises ou des projets bien précis. Donc là, il y a une transparence quasi directe entre vous et le porteur de projet. Les plateformes sont juste là pour faciliter, on va dire, la collecte. Et puis pour en citer deux exemples qui sont assez connus, on a Enerfit pour tout ce qui va être financement de projets d'énergie renouvelable, donc à la fois solaire, éolien, hydroélectrique aussi de temps en temps. Et puis l'autre pendant, l'ITA, qui est connu aussi dans le milieu, ils proposent eux plus des projets à impact social ou solidaire. Voilà un peu pour les deux leaders du crowdfunding. Il y a plein d'autres plateformes qui sont en train de se lancer ou qui se sont lancées depuis quelques temps sur ce secteur-là. On peut citer Mimosa, Tudigo, Lendopolis, Lendosphère. Voilà, il y en a vraiment un grand nombre. Mais à savoir juste et Mathieu pourra peut-être faire un petit point après sur la partie gestion de patrimoine. Le crowdfunding, c'est quand même quelque chose qui est assez risqué. Et donc, dans les règles de bonne gestion d'un patrimoine, à limiter, on va dire, à 10% à peu près de votre épargne. Ouais, totalement. Je partage totalement ce que tu dis, Gaël, et c'est super intéressant en fait ce graphique que tu nous avais fourni, parce que preuve qu'aujourd'hui on peut faire de l'investissement et on peut gérer son patrimoine de manière durable. Et je vois il y a beaucoup, on en parlait d'ailleurs, il y a beaucoup de conseillers en gestion de patrimoine qui se développent autour justement de ce qu'ils appellent du conseil for good. Et c'est très intéressant de voir aujourd'hui qu'il y a beaucoup plus de solutions d'investissement qui existent, que ce soit des solutions d'épargne de précaution, en assurance vie, actions, immobilier et crowdfunding, de manière à proposer voilà,
une gestion patrimoniale très diversifiée. Aujourd'hui, on peut faire de la diversification en limitant son impact environnemental. Et ça, c'est hyper intéressant. Et c'est pour ça que c'est super qu'il y ait de plus en plus d'acteurs qui se développent là-dessus, qu'on soit de plus en plus à promouvoir ce type de solution d'investissement, peu importe le type d'actif. Donc voilà, donc preuve qu'aujourd'hui, on peut avoir un patrimoine important et pouvoir trouver, et même un patrimoine pas important, et trouver des solutions différenciantes et de diversification qui ont un impact positif. Tu l'as très bien cité, que ce soit voilà, en immobilier ou autre. Donc non, très, très intéressant ce que tu as pu dire. Et c'est vrai que si on avait parlé de ça il y a quelques années, ça aurait pu être, on n'aurait pas eu grand-chose malheureusement. Ouais, la slide aurait été un peu Ouais. pauvre. Ouais, la slide aurait été un peu pauvre, donc c'est bien qu'on soit de plus en plus d'acteurs dessus pour justement envoyer. Ce qui est intéressant, c'est aussi d'envoyer des signaux aux établissements plus traditionnels. J'ai envie de dire parce que aujourd'hui, on le voit, hein, il y a beaucoup de personnes qui étaient dans des établissements plus traditionnels, qui viennent vers des solutions d'épargne plus innovantes, que ce soit des solutions d'épargne immobilière, des solutions d'investissement immobilière, ou même en assurance vie, en action ou autre, ou même en crowdfunding. Et ça au détriment justement des établissements plus traditionnels. Et c'est un signal important qui est envoyé justement à ces établissements en leur disant, voilà, aujourd'hui, on arrive à trouver des solutions d'épargne beaucoup plus en accord avec nos valeurs et des solutions d'épargne beaucoup plus innovantes qui sont qui sont proposées justement par des entreprises jeunes, par des startups ou par des nouvelles sociétés. Donc, c'est très intéressant de voir tout ça. Ouais, peut-être pour compléter juste sur cette slide-là, effectivement, on avait pris le prisme de l'investissement. Il y a un autre Ouais, moyen aussi d'envoyer un signal qui est toutes les nouvelles banques qui se lancent avec des banques ou néobanques qui se lancent avec des ambitions environnementales. Enfin, je pense que autour de l'audio, il y a tout le monde connaît un peu les grands noms, que ce soit Greengot, Helios, Only One, l'ANEF, qui est la référence de la banque éthique, le crédit coopératif aussi, qui est souvent cité comme étant la moins pire des banques traditionnelles. Voilà, quand on passe dans ces banques-là, on envoie aussi un message fort aux établissements traditionnels que l'écologie, ça a un impact sur nos décisions et nos choix de tous les jours. exactement. Ouais, non, totalement. Je partage totalement ce que tu dis. Donc l'idée aujourd'hui, c'est on vous a expliqué, donc Gaël justement a pu avoir cette vision très objective, très globale sur quoi investir. Mais aujourd'hui, il y a aussi des questions, c'est comment faire, comment s'y retrouver. Et je pense que je vais laisser Gaël justement commencer sur cette slide pour vous donner voilà, un peu des éléments, des clés, en tout cas pour que vous puissiez vous lancer dans ce type d'investissement. Ouais, merci Mathieu. Là-dessus, je vais commencer. En fait, ça va être assez facile pour moi parce que c'est un peu ce que j'aurais aimé savoir il y a quelques années quand je me suis lancé. Et le premier point, je pense le plus important, et c'est vrai que vous cherchez des investissements impact ou pas, c'est de se connaître. Et en fait, quand je dis se connaître, ça peut paraître un peu vague, mais c'est savoir quel est le niveau de risque que vous acceptez avec votre épargne. Est-ce que vous êtes prêt à tout perdre du jour au lendemain ou pas du tout? Quelles sont aussi les durées d'investissement, quels sont vos projets de vie perso, est-ce que vous voulez avoir des enfants, pas d'enfants, est-ce que vous voulez acheter votre résidence principale, est-ce que vous voulez partir tout plaquer pour aller vivre à la montagne, enfin, il y a plein de moyens de vivre sa vie. Essayez de poser ça sur du papier avant de commencer à investir. Et quand vous faites cet exercice-là, je pense que le deuxième exercice le plus important, ça va être de poser vos convictions et vos valeurs. Comme le disait Mathieu tout à l'heure, il y a plein de secteurs qu'on peut exclure, on va dire, de son portefeuille, parce qu'on n'est pas aligné avec les valeurs du secteur. Donc ça peut être, on le disait, le jeu, l'argent, l'alcool, les jeux d'argent, l'alcool, l'armement, mais aussi forcément des secteurs beaucoup plus liés à l'environnement, les énergies fossiles. Certains vont vouloir exclure le nucléaire, d'autres pas. Donc voilà, posez-vous un peu pour choisir un peu les secteurs qui vous plaisent, en ayant dans l'optique toujours qu'en fait, quand vous faites un investissement, généralement, c'est sur des durées assez longues. Donc, pensez 15-20 ans. Donc, si dans 20 ans, vous dites que vous ne serez plus d'accord avec ce secteur-là, Mhm. évitez de le mettre dès le départ dans votre portefeuille. Ouais, Ça, je pense que totalement. c'est un bon conseil de base. Ouais, non, non, ça Euh, c'est totalement d'accord avec toi. Et du coup, si je passe au deuxième point qui est se renseigner, je dirais que le travail minimum, en tout cas si vous voulez avoir de l'impact, c'est se renseigner sur les labels.
En France, il y en a 3 qui sont majoritaires, c'est le label ISR, le label Greenfin et le label Finansol. Au moins connaître ces 3 labels, savoir quelles sont leurs exclusions s'il y en a, quelles sont leurs limites, on va dire, en termes de ce que certains pourraient apparenter à du greenwashing. Euh, Ça vous permettra en fait d'avoir une sorte de grille de lecture. Quand vous verrez les investissements, vous dites, celui-là est labellisé ISR, ok, est-ce que je peux faire confiance, pas confiance, il est labellisé Greenfin, donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'énergie fossile, ok, c'est clair. Des choses comme ça. À minima, avoir ces quelques repères-là, ça va vous aider en fait après pour construire votre réflexion et construire votre portefeuille. Et c'est un peu le travail que j'essaye de faire avec Epinard, c'est de mettre en avant du coup certaines solutions d'investissement qui sont certaines labellisées, d'autres non, d'autres en cours d'être labellisées, mais à chaque fois en essayant d'éclairer ça par le prisme, quel est l'impact que cet investissement peut avoir, positif ou négatif. Voilà, Non, c'est un totalement. peu Et le. c'est vrai que pour compléter ce que tu dis, il faut se renseigner. C'est très important parce que c'est vrai qu'on on l'a pas mentionné, mais dans la finance et même malheureusement aujourd'hui, il y a beaucoup de greenwashing qui subsiste. Je vous ai pris l'exemple au début de ce webinaire du fonds ISR, qui, quand on creuse un petit peu, n'a pas d'exclusion sectorielle ou n'exclut pas les énergies fossiles. Donc aujourd'hui, c'est très important de pouvoir se renseigner, comme l'a dit Gaël, de connaître les labels, de suivre Epinard également, parce que vous pourrez vous renseigner comme ça. Et d'ailleurs, j'avais une petite question, et je pense que ça peut intéresser pas mal de personnes ici. Un petit peu, toi, tes sources d'informations sur Epinard pour justement essayer de trouver toutes ces informations. Comment tu peux conseiller aujourd'hui les personnes qui sont sur ce webinaire, sur quelles sources d'informations ils peuvent aller pour avoir toutes ces infos? Ouais, alors j'ai plein de sources Ouais, liées à l'écologie ou autre, mais en fait, plutôt que des sources, je vais parler un peu de ma méthode, si vous voulez, pour savoir si un investissement est vert ou pas. Pour le coup, il n'y a pas de secret. Je lis les rapports, je lis les comptes rendus des différents supports. Donc, si c'est par exemple un fonds, je vais aller là la liste détaillée de toutes les participations du fonds. Donc, je vous le cache pas, c'est un travail qui est assez long. Qui est assez chronophage. Mais moi, j'aime bien ça, donc je le fais avec plaisir. Mais en tout cas, n'hésitez pas, si vous avez des questions sur certains fonds, certains labels, n'hésitez pas à me les poser. Je pourrais peut-être vous y répondre. J'en connais déjà pas mal. ouais, non, Mais donc du c'est coup, hyper. Vas-y, ouais, vas-y, je juste t'en pour prie, finir, du Gaël, coup, excuse-moi. non mais pas de source d'information particulière à part les classiques. Et pour savoir si un fonds est vraiment vert, ouais, allez chercher le maximum d'infos. Normalement, tout est quasiment accessible. Si c'est pas accessible, n'hésitez pas non plus à contacter les gérants. Alors ça prend encore plus de temps, mais typiquement, moi, c'est ce que je fais aussi régulièrement. J'interviewe soit les présidents ou les gérants des différents fonds. Ça permet d'avoir une autre vision de ce qui est écrit dans les tablettes. Non, totalement. Et je le redis, hein, mais n'hésitez pas à regarder la newsletter de Gaël parce que vraiment, ça peut vous donner pas mal d'idées et ça peut vous renseigner pas mal sur justement tout ça. Euh, et pour évoquer le dernier point, hein, justement, si c'est un peu compliqué et comme le disait Gaël, si on n'a pas forcément le temps de pouvoir s'y pencher, un des conseils qu'on peut vous donner, c'est de ne pas hésiter à se faire accompagner, à se faire justement accompagner dans cette recherche. Euh, et ça, typiquement, nous, chez Goodvest, c'est quelque chose auquel on tient vachement, c'est de pouvoir accompagner nos clients justement dans leur recherche d'investissement responsable. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous, on a une méthodologie d'analyse très rigoureuse pour justement réconcilier, on va dire, la finance et l'environnement et montrer qu'on peut trouver aujourd'hui des placements en accord avec vos valeurs, moins carbonés et similaires, j'ai envie de dire, en termes de diversification et en termes en tout cas de risque que ce qu'on peut trouver dans certains établissements. Donc, il ne faut pas hésiter à se faire accompagner, à passer du temps avec des conseillers pour justement leur poser des questions et avoir un tiers de confiance, entre guillemets. Alors, c'est très compliqué à trouver, ce tiers de confiance. Et c'est justement pour ça, et je répète, hein, que c'est bien qu'il y ait des initiatives qui se créent, que ce soit au niveau bancaire, au niveau financier, au niveau immobilier, pour justement pouvoir identifier des tiers de confiance et pouvoir commencer à investir de la meilleure des manières. Exactement, ouais, je pense que là-dessus d'ailleurs, enfin, il y a plein de gens qui peuvent vous conseiller. Donc, ouais, c'est pour donner quelques exemples, mais demandez à votre conseiller bancaire, pareil, ils n'ont pas forcément les bonnes informations, mais si vous leur demandez d'aller chercher au sein de leur banque, il y a forcément des gens qui sont au courant, qui peuvent vous aiguiller.
N'hésitez pas à du coup contacter Mathieu. Je vais vous donner son numéro de téléphone. Non, je déconne. Euh, Je vais avoir mais beaucoup de demandes. n'hésitez pas à contacter Mathieu, à en discuter. Dès que vous avez des gens qui sont investis généralement dans ce secteur-là, enfin, le milieu reste encore assez petit. Donc, typiquement, si vous avez échangé avec Mathieu pour parler Goodvest, n'hésitez pas à lui poser des questions sur les autres placements. Ils sont au courant. Enfin, le milieu est assez petit. Donc effectivement, je vois Joseph qui met le numéro de Mathieu dans le chat, ça me perturbe. Euh, mais n'hésitez pas, ouais, alors à poser des questions et en fait au fur et à mesure vous allez voir les informations vont se recroiser et puis vous pourrez faire vos choix en connaissance de cause. Ah ouais, totalement. Et c'est vrai que nous, on fait partie du même écosystème. Donc, c'est vrai et ça rejoint un petit peu ce qu'on disait. On est un peu, il faut agir collectivement. Donc, nous, Alban apparemment veut bien mon numéro également. Si on peut justement vous aiguiller vers des solutions de diversification pour compléter vos investissements, nous, on sera un plaisir de le faire. Donc, n'hésitez vraiment pas à nous contacter. Alors, il n'y a pas que moi, hein, bien évidemment, qui suis chez Goodvest. On a plein d'autres conseillers, conseillères qui pourront vous renseigner. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter, à passer du temps. C'est vraiment important de passer du temps avec son conseiller pour justement se rendre compte réellement de l'impact et des solutions qui existent. Voilà. Écoutez, on a fait, ça fait à peu près une demi-heure qu'on est sur cette présentation. Ce que je vous propose, c'est qu'on puisse passer aux questions. Alors, il y a eu beaucoup de questions. Moi, je vous cache pas que j'ai eu un petit problème sur le Livestorm. Je vois pas toutes les questions dans la box questions. Je vois qu'il y a pas mal d'activités sur le chat, mais sur la box questions, je ne les vois pas. Ça n'arrive pas à charger. Alors peut-être Gaël, toi, si tu les vois, Ouais, éventuellement, j'y ai accès si tu veux. Attends, je vais regarder, ouais. je le parcours rapidement. Une question peut-être pour toi, Mathieu. Je vois quelle est la rentabilité de vos fonds? Et Alors la peut-être rentabilité, ouais. pour compléter, comment est-ce que vous les sélectionnez? Ouais. Euh, Alors, sur la rentabilité, effectivement, c'est très variable, c'est-à-dire qu'on n'a pas la boule de cristal, entre guillemets. Donc, à l'avenir, on ne peut pas se prononcer sur une rentabilité, sur un rendement à proprement parler. Il y a pas mal d'éléments exogènes qui viennent influer la rentabilité. Maintenant, si on parle d'investissement financier en bourse, on sait que si on regarde les années passées, alors même s'il ne faut jamais se baser que sur les années passées, l'histoire nous montre que sur le long terme, en tout cas, la rentabilité des marchés financiers, de la bourse est positive et assez intéressante et peut tourner ça peut aller de 5 jusqu'à 10% par an, par exemple. Alors après, c'est variable, hein, c'est-à-dire qu'on peut avoir des années très bonnes, on peut avoir des années mauvaises, mais si on a un horizon d'investissement très long-termiste, en tout cas long-termiste, au moins 7, 8, 9, voire 10 ans, on sait que sur cette période-là, on peut avoir des rentabilités qui peuvent aller voilà, de 5 à 10% par an, suivant son profil de risque, suivant les thématiques d'investissement sur lesquelles on est investi, pardon. Donc voilà, je pense que j'y ai répondu. Et sur la méthodologie d'analyse, alors ça, je pourrais passer des heures dessus, mais synthétiquement, nous, on a une méthodologie très rigoureuse, c'est-à-dire qu'on travaille avec Carbon 4 Finance, nous, dans l'analyse de nos fonds, pour justement avoir une idée de l'empreinte carbone de chacun de nos fonds d'investissement et a fortiori de chacune des entreprises que composent les fonds d'investissement, parce que nous, avant d'investir dans un fonds, en fait, on demande la liste de toutes les entreprises sous-jacentes. Et on va venir avec Carbon 4 analyser l'empreinte carbone de toutes ces entreprises. Et je parle bien de toute l'empreinte carbone, hein, puisqu'on prend en compte tous les scopes d'émissions de CO2, donc de la production du produit, même on va regarder également les émissions en amont de la production et en aval de la production pour avoir une vision très globale de l'empreinte carbone et en regardant également également l'implication dans la production et l'extraction d'énergie fossile de nos fonds. Donc ça, c'est uniquement la première étape. C'est la plus importante pour justement voir pour justement observer, constater la trajectoire de réchauffement climatique de nos fonds pour voir si elle est vraiment inférieure à 2 degrés. Ça, c'est la première étape. On en a d'autres, hein. On va regarder également tout ce qui est label, même si on ne se base pas uniquement dessus, parce que pour nous, l'objectif de Goodvest, c'est un peu de s'affranchir des labels. On va regarder également toute la partie critères de durabilité des fonds d'investissement. On va regarder l'engagement actionnarial des fonds, c'est-à-dire comment les sociétés de gestion à qui vous confiez votre argent comment elles vont voter en assemblée générale. Ça, c'est important de regarder justement si
elles intègrent des critères environnementaux ou sociaux dans leur vote en Assemblée générale. Et c'est pour ça qu'on demande systématiquement la politique de vote qu'on met à jour tous les ans. Et puis vient après toute la partie financière. On a déjà fait un gros travail là sur la partie extra-financière, sur la partie financière. Donc là, c'est des analyses de performance, de volatilité, de fluctuation du fonds, et également toute une analyse qualitative. C'est-à-dire qu'on va aller discuter avec la société de gestion qui gère le fonds pour avoir une idée de leur stratégie d'investissement. Et là, vraiment, c'est du qualitatif, c'est des échanges avec la société de gestion pour voir vraiment leur philosophie d'investissement et leur stratégie. Et donc là, voilà, ça fait déjà beaucoup d'étapes. Et pour vous donner un petit peu une idée, nous, on a analysé un peu plus de 1000 fonds. On en a sélectionné aujourd'hui qu'une petite vingtaine. C'est un bon ratio, je pense, pour bien comprendre l'ampleur parfois de ce qu'on pourrait Ouais. appeler le greenwashing. Ouais, non, exactement. Alors, j'ai toujours pas accès aux questions, Gaël, je suis sincèrement désolé. Ouais, non, mais si tu veux, je peux en prendre une ou deux autres. Il y avait une question, Ouais, où se situent des acteurs français comme Helios ou Gringot aujourd'hui sur l'épargne verte? Alors en fait, aujourd'hui, si j'y réponds et tu me complètes, hein, Mathieu, ouais, bien pour moi, sûr. Helios et Gringot, alors Gringot, ils n'ont pas encore ouvert d'épargne, ils ont uniquement un compte avec carte, si je dis pas de bêtises. Mm. Ils projettent d'ouvrir une assurance vie, si Ouais. je dis pas de bêtises, mais c'est pas encore sorti. Et par contre, pour Helios, ils ont proposé, il me semble, un livret d'épargne rémunéré 0%. Si tu à Exactement, le confirmer. livret à venir. Le livret à venir, donc bah, l'objectif de toute façon de toutes ces nouveaux acteurs, c'est bien sûr de proposer de nouvelles solutions pour s'apparenter à une banque. Hein. Donc typiquement, je pense que Ilios et Gringot et tous les autres acteurs comme Liwan également ont vocation également à proposer demain du crédit ou d'autres investissements, que ce soit dans le crowdfunding, en immobilier ou autre, pour avoir vraiment une vision assez globale et être comparable à des banques. Hein. Donc bien évidemment, ça Mm. c'est je pense qu'elle se situe pour l'instant là. Pour l'instant, voilà, c'est que du compte courant, mais je pense que ça évoluera par la suite. Ouais, tout à fait. C'est leur volonté en tout cas, ouais, d'après mes échanges avec eux. Ouais. Et une question peut-être de François qui disait, peut-on vraiment considérer Terre de Liens comme un investissement? Il me semble qu'il y a une réduction d'impôt en fonction du montant investi. Effectivement, alors Terre de Liens, comme FEV, ce sont des foncières agricoles, donc oui, c'est un investissement. Il y a effectivement une réduction d'impôt qui est disponible au moment de la souscription. En fonction, alors c'est toujours pareil, il y a des plafonds hein, dans ces niches fiscales, il y a des plafonds, donc en fonction de ce que vous avez par ailleurs comme investissement à vérifier. Euh, et par contre, est-ce que c'est un investissement? Oui. Alors Terre de Liens, je ne sais plus s'ils affichent un objectif de rendement. Je sais que FEV met en avant un rendement alors qui est faible, qui est autour de 1 à 2%, mais qui correspond en fait à la revalorisation du prix des terres agricoles sur les X dernières années, donc qui est autour de 1 à 2%. Donc c'est pas vous n'allez pas devenir millionnaire en 6 mois avec ce type d'investissement, mais il y a un impact réel derrière, puisque ça permet l'installation de jeunes agriculteurs. Alors, je viens d'avoir les questions de mon côté, parce qu'on a réussi à me faire une capture d'écran des différentes questions pour qu'on puisse y voir. Donc, il y en a pas mal. Je pense qu'on ne pourra pas répondre à toutes les questions, hein, Gaël. Mais à ce moment-là, Ouais, ce qu'on vous proposera, c'est de nous envoyer vos questions, que ce soit par mail ou même d'en reparler, nous, avec des conseillers. J'ai vu qu'il y a quelques questions auxquelles on a déjà répondu. Par exemple, Vincent qui nous demande comment on peut savoir que les fonds que l'on propose n'investissent pas vers les secteurs qu'on exclut. Donc ça, on y a en partie répondu. Hein. De par notre analyse, nous, on regarde toutes les sociétés sous-jacentes pour voir justement tout ça. Euh, j'ai vu qu'il y avait une question sur la méthode de calcul de la trajectoire à 2 degrés, méthodologie, méthode de calcul. Alors ça, on pourrait prendre du temps pour justement y répondre. Le mieux, c'est d'en parler avec un conseiller, parce que sinon, je pense qu'on pourrait y passer pas mal de temps. Mais globalement, c'est une analyse carbone 4, c'est une méthode d'analyse qu'ils appellent la Carbon Impact Analysis, qu'ils ont mis en place depuis un certain nombre d'années, sur la base de l'empreinte, de l'analyse de l'empreinte carbone actuelle d'une société, l'analyse de ses émissions réduites, donc l'empreinte carbone actuelle comparée à l'empreinte carbone sur les 5 dernières années passées, enfin il y a 5 ans, pour un même niveau d'activité, et ce qu'ils appellent également les émissions évitées, donc analyse des décisions stratégiques de ces sociétés pour parvenir à réduire son empreinte carbone. Et est-ce qu'aujourd'hui, les décisions qui sont prises sont cohérentes avec la réduction de son empreinte carbone et notamment cohérentes avec son scénario des références en fonction du secteur, puisqu'on va avoir des scénarios de référence différents en fonction
du secteur immobilier et du secteur, par exemple, de la construction automobile. Donc voilà, c'est un peu plus compliqué que ça, mais je vous encourage à justement prendre un rendez-vous avec un conseiller pour approfondir un petit peu la chose. Je vois Vincent également qui nous demande combien de conseillers on est chez Goodvest. Aujourd'hui, on est 6 conseillers chez Goodvest qui travaillons justement sur, enfin en tout cas qui répondront à l'ensemble de vos questions lors de rendez-vous, lors d'appels ou alors même sur le chat qu'on a mis en place. Voilà. Je ne sais pas si Gaël, toi, tu as identifié d'autres questions auxquelles on pourrait répondre. Alors ouais, peut-être là, une qui vient de tomber, je pense, de Vincent de nouveau. Projetez-vous la création d'un autre produit d'investissement que l'assurance vie, tel que le PER, le PEA, le Private Equity? Alors ça, totalement. Totalement. On est déjà dessus sur certains produits. Je peux pas trop vous en dire parce que ça reste alors pas confidentiel, mais en tout cas pour vous faire un petit peu languir, j'ai envie de dire, mais on va se lancer sur de nouveaux produits d'investissement. Là, dans les prochaines semaines, notamment une assurance vie pour enfants mineurs, Goodvest Kids, ça c'est quelque chose sur lequel on travaille depuis un certain temps. C'est une question de semaines, mais on va travailler sur de nouveaux produits. Pour que vous ayez une idée, chez Goodvest, l'objectif, c'est de devenir la plateforme de référence de l'investissement responsable. Donc, bien évidemment, l'objectif, c'est de proposer le plus de placements possible, toujours avec cette même objectif et cette même raison d'être, avoir quelque chose une solution transparente sur la composition, sur l'empreinte carbone et responsable, et également transparente sur les frais, choses sur lesquelles on est attaché. Donc oui, Vincent, on va proposer de nouveaux produits. Et après, là, une question, peut-être, alors celle-là, repostée par Vincent, donc je pense qu'il se la pose aussi, mais c'est une question à la base de Pierre, qui est un tout enfant du chat que j'ai retrouvé également. L'investissement personnel responsable repose-t-il sur un monde en croissance? Si oui, quelles seraient les conséquences d'une décroissance et devrait-on avoir un autre comportement dans ce cas? Et quel est l'axe de Goodvest sur ça? Alors là, on pourrait également discuter des heures, je pense. On a souvent cette question, on en parle beaucoup et on pourrait en parler des heures. Là, ça touche même à quasiment une discussion, je pense, quasiment philosophique, mais c'est une très bonne question, justement, parce qu'aujourd'hui, on essaye, on parle beaucoup justement de limiter de cette croissance infinie dans un monde fini. Donc, c'est quelque chose qui est très intéressant. Nous, aujourd'hui, on est convaincu que dans le modèle de société dans lequel on est aujourd'hui, on veut privilégier des sociétés qui font des efforts considérables pour réduire leur empreinte carbone. Donc aujourd'hui, on est dans cet objectif-là. Bien évidemment que demain, peut-être notre modèle de société va devoir être remis en cause, transformé profondément, et ça, on en est conscient. Comme la finance va devoir être transformée, va devoir se réinventer, flécher vers d'autres types de projets, être beaucoup plus transparent, intégrer d'autres critères. Aujourd'hui, on parle beaucoup de critères environnementaux, sociaux, approfondir justement ces critères. Donc, bien évidemment, ça, c'est des questions qui restent en suspens. On se pose ces questions-là. Aujourd'hui, on pense que on a des sociétés qui méritent d'être soutenues, qui proposent des innovations très intéressantes justement pour également proposer un autre modèle de société avec des projets justement innovants à ce niveau-là. Donc voilà un petit peu comment on se situe. Je n'aurai pas de réponse à fournir parce qu'on n'a pas, là comme je disais, c'est plus une discussion philosophique, on pourra en parler des heures. Mais nous aujourd'hui, c'est s'attaquer à une solution d'épargne qui est aujourd'hui carbonée pour proposer quelque chose de moins carboné et apporter de la transparence justement aux épargnants sur cette empreinte carbone. Voilà. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Je vois que Pierre justement dit on fait de la croissance verte, le temps de voir si la finance change. Alors la finance est en train de changer, c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire que aujourd'hui on a une finance qui est en train de se réinventer, alors peut-être qu'elle ne va pas assez vite, mais justement nous on est là pour pousser, pour être, et je pense que Gaël tu diras la même chose, on est là pour être force de proposition et proposer des innovations pour justement accélérer cette transformation et pour avoir des discussions quotidiennes avec des acteurs de la finance. Eux-mêmes voient que les demandes changent, les investisseurs et les épargnants veulent autre chose, veulent de nouveaux projets à pouvoir financer. Donc c'est intéressant de voir que la finance est d'ores et déjà en train de changer. Ça s'améliore, ça va peut-être pas assez vite, mais en tout cas voilà, on est en bonne voie justement pour changer tout ça. Ouais, pour compléter, peut-être, alors, avec ma vision personnelle, et là je n'engage aucunement la responsabilité de Goodvest ou de qui que ce soit d'autre, c'est purement ma Ouais. vision personnelle des choses, on va dire ma politique d'investissement
propre. Moi, j'investis mon argent personnel, hein, du coup, en ayant l'objectif de faire le maximum d'impact. C'est-à-dire, comme tu le disais, Mathieu, d'accélérer au maximum cette transition. Et si demain, on doit remettre en cause ou remettre à plat, on va dire, tout le système économique actuel, moi, j'ai pas de problème avec ça. Tu vois, si ça veut dire la fin de l'enrichissement personnel ou tu vois, etc., moi, j'ai aucun problème. Mais d'ici là, tant qu'on n'a pas fait ce choix-là de société, hein, de revoir notre système économique, moi, j'utilise mon argent pour aller plus vite, plus fort et avoir plus d'impact. Pour moi, l'argent est du coup est un outil aujourd'hui dans notre système économique actuel. C'est un outil. Si demain le système économique doit changer, décroissance, post-croissance ou autre, j'ai vu qu'il y avait un petit débat dans le chat. Ouais, Moi, j'ai aucun totalement. problème avec ça. Au contraire, tu vois, je l'accueille avec bien, avec ça. Tant mieux, si on arrive à faire cette transition écologique, dans tous les cas, on aura gagné, peu importe l'état de mes finances personnelles à la fin. Voilà, c'est ma vision personnelle. Peut-être que certains la partagent, d'autres non, j'ai pas de problème avec ça. On pourra en discuter des heures et des heures, pareil, ouais. Ouais, je pense que ça, c'est des questions, on pourrait en parler des heures et des heures, et c'est vrai que c'est très intéressant, et je sais que personnellement, quand j'en parle avec un client, on peut rester très longtemps au téléphone à en discuter, Ouais. donc c'est très intéressant d'en parler, mais c'est vrai que voilà, il y a pas mal il y a pas mal de différents, de différents discours à ce niveau-là. Donc c'est très intéressant d'en entendre parler. Alors juste Andy, je vois, étant arrivé un peu en retard, l'intégralité du webinaire sera-t-elle disponible en replay? Bien évidemment, vous recevrez un petit lien pour voir justement ce replay, et également les slides, parce que j'ai cru qu'on demandait également les slides il n'y a pas, il y a pas longtemps. Pierre demande un discours pour en discuter. Restez entre guillemets, parce on va annoncer de nouvelles choses chez Goodvest, donc justement, c'est une très bonne remarque, le discours. Vous en saurez justement plus dans les prochains jours. Euh, Bertrand qui dit il faut investir dans l'économie réelle, totalement d'accord, Mm. Bertrand, et je pense qu'avec Gaël, on est totalement d'accord avec ça. C'est totalement ce qu'il faut faire. Maintenant, il y a les contraintes effectivement de l'économie réelle, et il faut le faire aujourd'hui. Nous, typiquement chez Goodvest, c'est trouver une solution qui peut s'apparenter à du placement liquide disponible à tout moment. Mais bien évidemment, il ne faut pas négliger l'investissement dans l'investissement dans l'économie réelle, et ça revient justement à la slide dont tu parlais, Gaël, sur Mm. la diversification et sur les différentes solutions qui étaient à notre disposition. Ouais, et peut-être juste pour rajouter un point là-dessus, c'est peut-être bête, mais j'en ai pas parlé, mais tout en bas de la slide, si on vous la reverrez dans le replay, il y avait le premier étage, c'était la résidence principale. Donc, si jamais vous achetez votre résidence principale, le premier investissement que vous pouvez faire, c'est faire la transition énergétique de votre résidence principale, c'est-à-dire l'isoler, rénover entièrement, enfin éviter d'en faire une passoire thermique, changer, si vous le pouvez, le chauffage, etc. Voilà, c'est la base, le premier investissement que vous pouvez faire si jamais vous posez des questions. Vous en serez toujours content. Et voilà, on va dire le premier. Et en plus, Ouais, voilà, non, totalement. comme le dit Joseph, il y a pas mal de subventions sur ces sujets-là, donc n'hésitez pas, il faut y aller. Ouais, non, totalement. Et d'ailleurs, il y a tu parlais de Keneos tout à l'heure, je sais qu'ils sont assez aussi engagés sur toute la partie rénovation. Donc, c'est intéressant de voir tout ça. Tout à fait. Anthony Huguet, donc du coup, qui est intimement convaincu par ton discours, Gaël. Donc, en tout cas, ça fait plaisir de voir qu'on a réussi à vous éclairer dessus, et Gaël également. Donc, je pense qu'on n'aura peut-être pas répondu à toutes les questions. Ça fait déjà 53 minutes que ce webinaire a commencé. Je pense qu'on n'a pas réussi peut-être à répondre à toutes les questions. Je vois qu'il y en a encore quelques-unes, j'ai l'impression. Alors, on peut en prendre une dernière à la limite. Je ne sais pas si Gaël, parce que je vois qu'il y a d'autres questions qui sont arrivées. Je ne sais pas s'il y en a une dernière. Ah, il y a des questions, après, c'est des questions philosophiques. Je vais voir si c'est une question rapide. Léane, alors peut-être j'ai vu une question de Léane sur quel serait le fonds le plus sécurisé pour investir. Eh ben, je pense qu'aujourd'hui, dis-moi si je me trompe, Gaël, hein, si on veut vraiment de la garantie du capital, ça serait un compte épargne, par exemple, à la nef, avec une rémunération de 0,25. Pour moi, ça serait le fonds le plus sécurisé. Mais c'est de l'épargne, c'est du livret d'épargne. Maintenant, si on veut prendre un peu plus de risques, là, il y a du placement en bourse, type assurance vie ou placement action. Pareil sur l'immobilier, il y aura un peu plus de risques. Le fonds en euros, aujourd'hui, on en a parlé un petit peu au début, mais il n'y a pas forcément de transparence là-dessus. Donc, c'est pas forcément, même s'il y a cette garantie du capital, malheureusement, il n'y a pas de transparence là-dessus. Donc, typiquement, chez Goodvest, c'est quelque chose qu'on a mis de côté et qu'on a totalement exclu de nos allocations.
Ouais, je te rejoins. Si un placement sécurisé, on va dire, avec de l'impact, j'opterais ouais, pour Ouais. le livret de la nef, pardon. Mais on a hâte que, et typiquement, nous, chez Goodvest, on est en discussion à chaque fois avec Generali pour qu'on ait un fonds en euros. Typiquement, quand est-ce on pose la question souvent, quand est-ce qu'on aura un fonds en euros transparent et à impact. Donc ça reste toujours en suspens, malheureusement. Mais ça arrivera et c'est justement grâce à des innovations, à des acteurs bah, comme toi, Gaël, comme avec ta newsletter Épinard. Justement, on va réussir à changer les choses et à envoyer des signaux à tous ces acteurs-là. Donc c'est très intéressant. Et en plus, je sais que Gaël, tu as lancé il y a pas longtemps justement une offre sur Épinard pour justement trouver des placements bas carbone. Bah, c'est avec ce genre d'initiative qu'on va y arriver justement, qu'on réussira à rediriger les flux. Ouais, tout à fait. Tout à fait. J'ai pas plus. Pas mieux à dire. Voilà. Non, je pense on va justement, alors Flavie justement qui dit fonds en euros en assurance vie verte qui était inscrit dans la pyramide. Effectivement, il y a peut-être eu une petite coquille. L'assurance vie de Goodvest est totalement en unité de compte. Donc totalement d'accord avec vous, Flavie. Voilà. Je pense on va peut-être s'arrêter là parce que ça fait 56 minutes. Le replay de ce webinaire sera disponible, bien évidemment. D'une part, vous le recevrez un lien et nous le mettra également sur notre chaîne YouTube. Donc, vous l'aurez bien évidemment à votre disposition. Si vous avez des questions, l'équipe Goodvest et Gaël se tient à votre disposition. Hein, si vous avez la moindre question par rapport à ce webinaire, Goodvest sur toute la partie assurance vie, placement responsable, on est à votre disposition. Gaël également pour vous orienter, pour vous aider à vous renseigner, vous trouver, pour vous dénicher les meilleurs placements bas carbone. On reste à votre disposition. Gaël, je te remercie en tout cas d'avoir pu Merci. m'accompagner sur ce webinaire. Ouais, merci à vous pour l'invitation. Un plaisir de venir parler de ces sujets-là qui me tiennent à cœur. Bah, merci à toi et puis je vous remercie toutes et tous justement qui nous avez suivis et puis je vous dis à bientôt à tous.